Bonjour charmante personne. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 31 décembre 2021. Nous allons enfin passer en 2022. Je sais pas vous, mais cette année est à la fois très longue et très courte. C'est déjà fini, mais heureusement que c'est fini. Enfin bref. Et c'est un peu devenu une tradition sur cette chaîne. Je fais une FAQ à chaque début de nouvelle année. Voilà. J'ai reçu vos questions sur TikTok, Instagram, YouTube, le post dans la communauté. Pour pas louper ce genre de choses, vous pouvez donc vous abonner. Mais je vais directement rentrer dans les réponses aux questions. Ah, et il va y avoir un petit bonus à la fin de la vidéo. Je vais vous donner les pires commentaires que j'ai reçus cette année sur ma chaîne. C'est très drôle, restez jusqu'à la fin. Alors d'abord, comment vas-tu ? Eh ben ça va, écoute, merci de me demander. Je vais plutôt bien en ce moment. Je suis un tout petit peu déçue ces derniers jours parce que j'avais une super soirée de Nouvel An prévue ce soir, du réveillon du Nouvel An, sauf qu'avec le Covid, etc., je suis cas contact. Il y a des gens qui ont testé positif, enfin bref, c'est trop compliqué, du coup on a annulé, on va peut-être se retrouver sur Zoom. Mais bon, ça me déprime un peu parce que j'avais vraiment envie de célébrer avec mes amis. Mais voilà, c'est la vie. Mais dans l'ensemble, sinon ça va bien. Voilà, j'ai eu un incident de cuisine il y a quelques semaines. J'ai mis mon doigt dans un mixeur et il va plutôt bien. Enfin, il se remet vraiment spectaculairement bien pour ce que c'était. Donc, je suis très contente. Comment s'est passé ton coming out bi ? Alors, j'ai fait mon coming out entre mes 19 et mes 20 ans à peu près. Et je dirais que dans l'ensemble, c'était une expérience plutôt facile pour moi. J'ai eu pas mal de chance. En fait, la partie la plus difficile du processus pour moi, ça a vraiment été le coming out à moi-même. Ça a été de m'admettre à moi-même que j'étais bi. Mais ensuite, la partie où je l'ai dit à mon entourage a été, dans l'ensemble, plus facile. Parce que, en fait, dans mon groupe d'amis, j'avais énormément de personnes LGBT. On a toujours une façon comme ça de se trouver. Et en fait, j'ai dû faire un coming out hétéro plein de fois à travers mon adolescence parce que les gens supposaient souvent que j'étais gay. Il y a quelques exceptions. Mes deux amis d'enfance que j'ai depuis le plus longtemps étaient un peu surpris, mais genre pas surpris négativement, juste « Ah, on l'avait pas vu venir ». Après, ma mère, quand j'ai fait mon coming out, elle était un petit peu... En fait, elle m'a accepté directement, mais elle était pas sûre d'y croire, j'ai l'impression. Et dès le début, elle était pas dans une attitude de rejet. C'était juste... Est-ce que t'es bien sûr de ce que tu dis ? Comment est-ce que tu as rencontré ta copine ? Alors, j'ai rencontré ma copine sur une appli de rencontre qui s'appelle OkCupid. Et on s'est rencontrés quand j'étais en stage à San Francisco. Voilà, pour ceux qui sont peut-être plus nouveaux sur ma chaîne, j'ai fait un stage à San Francisco dans le cadre de mon année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2 à Sciences Po. Et quand je suis arrivée à San Francisco, je me suis mise sur les applis de rencontre. Plutôt pas pour du sérieux, à la base, voilà. Le but, c'était pas de rencontrer une relation sérieuse. Et puis, j'ai rencontré ma copine et voilà. Ça va faire 3 ans qu'on est officiellement en couple. Quelle est la chose que tu as accomplie en 2021 et dont tu es la plus fière ? C'est une bonne question. Je pense que ce que j'ai accompli en 2021 dont je suis le plus fière, c'est le progrès que j'ai fait en thérapie. C'est peut-être très vulnérable comme réponse, mais en vrai, je pense que c'est la meilleure réponse que je puisse donner. Je veux pas donner trop de détails parce que c'est des choses très personnelles. J'ai vraiment l'impression que cette année, évidemment, le chemin n'est pas du tout fini, mais qu'il y a beaucoup de choses très très positives qui se sont passées à ce niveau-là. Et c'est une dynamique que je veux continuer et je suis fière de moi pour avoir géré certaines des choses difficiles qui me sont arrivées cette année, comme je l'ai fait. Je suis désolée d'avoir donné une réponse si vague, mais il y a des choses qu'on ne partage pas sur Internet, voilà, mais je veux juste vous dire, si vous avez eu des années difficiles, je vous vois, j'ai une année difficile, et je pense qu'on peut tous être fiers d'avoir tenu le coup. Et quelque part, je dirais que une autre chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir été jusqu'au bout pour le concours de diplomate. Voilà, j'ai toute la vidéo sur comment j'ai passé le concours de diplomate, etc., vous pouvez regarder ça. Mais en fait, même si au final j'ai pas eu le résultat que je voulais, j'ai pas été admissible, je suis vraiment contente en fait de m'être donnée jusqu'au bout, d'avoir fait de mon mieux, de pas avoir lâché. Alors que c'était très difficile, alors que franchement c'était la merde pendant une bonne partie de mon année de révision. J'y étais jusqu'au bout, je l'ai fait, j'ai donné à fond et je suis fière de moi.
Et même voilà, même si c'est pas une réussite du concours, je suis fière de l'avoir accompli. Et du coup, il en découle de façon logique comment se remettre d'un échec. Je dirais que pour moi, en fait, il faut accepter que c'est un peu comme un deuil, tout simplement. Et chacun a sa propre vitesse pour faire un deuil, et chacun a sa façon particulière d'être endeuillé. Et c'est complètement ok de devoir prendre du temps et d'avoir différentes phases avant d'avoir une acceptation. Donc c'est normal d'abord d'être sous le choc, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir des regrets, c'est normal de s'imaginer si les choses pouvaient être différentes. En fait, tout ça c'est ok tant qu'on accepte ces sentiments et aussi on les laisse passer. On les prend, on les ressent, et ensuite on les laisse passer. Et quelque chose qui moi personnellement m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir d'autres plans en fait. C'est d'avoir d'autres perspectives, c'est de savoir que dès le début je savais que si j'avais pas le concours, j'aurais d'autres choses super qui allaient m'attendre. Et je pense que c'est important de savoir que voilà, même si vous avez un échec, ça ne veut pas dire en fait que tout va être des échecs, ça ne veut pas dire que toutes les portes vous sont fermées. Je sais que moi personnellement c'est quelque chose qui m'est aussi venu avec les années et les échecs, je suis encore très jeune, mais quelque part quand j'ai eu plusieurs échecs et qu'au final je suis toujours retombée sur mes pattes et j'ai toujours trouvé quelque chose qui en fait était génial et que j'aurais pas imaginé faire à la base. Du coup ça m'encourage à penser que maintenant même quand il y a un échec c'est pas grave de toute façon. J'en ai fait l'expérience par le passé. Je sais que je vais me relever éventuellement. Que lis-tu en ce moment? On va être honnête, en ce moment je n'ai aucun roman en cours. Je ne lis pas assez. Voilà, ça me rend très triste. Après, je peux vous montrer les livres que j'ai l'intention de lire prochainement, les livres que j'ai envie de lire en ce moment. Alors, j'ai ce livre-ci que j'ai l'intention de lire. Moyane, le clan des chiqueurs de paille. J'ai ces deux livres d'Éric Emmanuel Schmitt qui sont sur ma commode depuis un certain temps. Sinon, pour Noël, j'ai eu deux livres de photographie, donc c'est pas exactement des livres qu'on lit autant, mais j'ai super hâte de les regarder plus en détail. Ensuite, on a quelques questions par rapport à Sciences Po, comment je suis rentrée à Sciences Po. Quand et pourquoi as-tu eu envie de faire Sciences Po? Était-ce au départ ton propre choix ou la volonté de tes parents? Faire Sciences Po, c'était entièrement mon choix. Personne dans ma famille n'a fait Sciences Po, clairement mes parents ont fait des très bonnes études et m'ont toujours encouragé à viser haut en termes académiques. Un truc qui m'est vraiment rentré en tête quand j'avais à peu près 8 ans, c'est que j'allais être juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, je sais, c'est... Voilà, un jour, voilà, j'avais 8-9 ans, j'ai débarqué dans le salon et j'ai déclaré à mes parents que j'allais être juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Mes parents étaient là, pardon? D'où ça sort? Qu'est-ce que... Voilà. Et à partir de là, en fait, je me suis vraiment mis en tête que je voulais être juge. Assez rapidement, j'ai compris que à la Cour européenne des droits de l'homme, c'était très très spécifique. Mais en général, je voulais être magistrate. Et la compagne de mon père, qui est juriste, qui a une bonne connaissance du milieu du droit, m'a dit que pour être magistrat, il faut faire l'école nationale de la magistrature et que l'une des voies royales pour aller à l'école nationale de la magistrature, pour y rentrer, c'est de faire Sciences Po d'abord. Et donc j'ai dit très bien, puisque c'est comme ça, je ferai Sciences Po. Donc voilà, vers mes peut-être 12 ans, 13 ans, j'ai dit que j'allais faire Sciences Po. Mes parents évidemment étaient là, bon, ok, enfin c'est super, est-ce que ça va tenir? Et voilà, je suis restée sur cette idée-là. Ensuite, qu'as-tu fait comme activité, type délégué de classe, association, etc., pour rentrer à Sciences Po? Alors, je cumulais beaucoup d'activités quand j'étais au lycée. Maintenant, je me retourne et je fais, mais comment j'ai fait tout ça? Ça me paraît très étrange. Alors, j'ai jamais été déléguée de classe. Je n'ai jamais été au conseil de vie lycéenne parce qu'il n'y en avait pas dans mon lycée. Je n'ai jamais non plus été dans un parti politique ou dans une grande association nationale. J'ai fait une formation Croix-Rouge parce que être sauveteur secouriste, c'est quelque chose d'important. Mais surtout, les activités extrascolaires que j'avais, c'était que je faisais du théâtre, j'ai été au conservatoire, et notamment j'ai fait de la harpe, et surtout j'ai fait de la chorale, je faisais à la fois de la chorale au conservatoire et dans mon lycée, parce que j'adore la chorale. Je faisais également partie d'une association qui encourageait la composition de musique chez les lycéens. J'étais aussi journaliste puis rédactrice en chef du journal de mon lycée. C'était une très très bonne expérience. Et j'étais aussi membre puis présidente du club Japon de mon lycée parce que j'adorais les animés, les mangas, la culture japonaise traditionnelle, tout ça, c'était mon truc. Comment as-tu appris le chinois?
Alors, j'ai appris le chinois à partir de la deuxième année à Sciences Po. À Sciences Po, on peut prendre 2 cours de langue et en gros, j'ai lâché les cours d'allemand, qui était ma LV1, pour passer au chinois. C'était un apprentissage qui est compliqué, mais qui en même temps était très satisfaisant pour moi parce que j'ai la chance d'avoir une plutôt bonne oreille pour les langues. Mais voilà, c'est très difficile et je me suis donné à fond, c'est-à-dire que vraiment, en fait, tous les jours, je faisais du chinois. Même si j'étais voilà, j'étais à Sciences Po, j'avais du boulot à faire, mais tous les jours, je faisais attention à faire au moins une demi-heure de chinois. Je me mettais un drama chinois, voilà, une série chinoise, et en même temps, je m'entraînais à faire des caractères et je faisais des lignes de caractères en même temps que j'écoutais du chinois. Et j'étais très très constante. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est la constance. Ensuite, j'ai fait 1 an en Chine, ma 3e année à l'étranger dans le cadre de Sciences Po, je l'ai fait à l'université Fudan à Shanghai où j'ai suivi des cours intensifs de mandarin. Donc ça a bien boosté mon niveau également. Quel pays as-tu préféré visiter et pourquoi? Alors c'est difficile parce que j'ai visité vraiment beaucoup de pays super. Je pense que je suis obligée en fait de donner le prix à la Chine. Tout simplement parce que j'ai vécu pendant 1 an en fait. Et donc j'ai vraiment pu, quand je visitais, m'immerger progressivement dans la culture. Euh, et c'est une culture qui est tellement différente de la mienne, j'ai pu tellement en apprendre. J'ai vécu tellement de moments forts, tellement de moments dingues, mais absolument dingues. Et la Chine, en fait, c'est tellement grand qu'il y a des temples fascinants, il y a tout ce qui est lié, voilà, à cette histoire, à cette culture très riche. Il y a les paysages avec les montagnes incroyables, il y a les villes modernes. Il y a vraiment, en fait, il y a tellement de choses qu'en tant que pays, en fait, voilà, il y a un peu tout. Après, je dirais que les États-Unis remplissent aussi un peu ce même genre de brief il y a tout en un seul pays. Et sinon, Taïwan a une place spéciale dans mon cœur. Voilà. Quel pays aimerais-tu visiter et pourquoi? Quels sont les pays, régions que tu rêves de visiter? Alors, j'y suis déjà allée, mais j'aimerais mieux comprendre, mieux visiter le Canada, parce que pour l'instant, je ne connais que la région du Canada dans laquelle ma copine vit, c'est-à-dire le sud de l'Ontario. Et c'est tellement grand le Canada, j'aimerais vraiment beaucoup découvrir. En dehors de ça, l'Islande. L'Islande est un pays qui me fascine, voilà, comme tout le monde. L'Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, c'est des pays que j'ai vraiment envie de visiter en fait, parce que c'est sur la route de la soie historiquement. J'ai l'impression qu'il y a une assez grande diversité de paysages, et vraiment voilà, juste les sites en fait de la route de la soie me font super envie. Après, j'ai évidemment très envie d'aller au Japon. J'y suis jamais allée. J'ai des amis qui y sont allés. J'ai même un ami qui y vit. Et ça me vend tellement du rêve, même si voilà, j'ai un peu abandonné le Japon pour me tourner vers la Chine. Il n'empêche que le Japon, c'est un peu mes amours de jeunesse. Voilà, j'ai tellement envie d'y aller. Et la plupart de l'Asie du Sud-Est. Voilà. J'ai jamais été au Vietnam. J'aimerais vraiment voir le Myanmar. Voilà, l'Asie du Sud-Est en général. Après, on va être honnête, j'ai aussi envie d'aller en Afrique, j'ai aussi envie d'aller en Amérique du Sud. Si on me laissait faire et qu'on me donnait l'argent, je passerais juste ma vie à voyager et à parler voyage. Est-ce que j'ai l'intention de visiter à nouveau les États-Unis? Alors, oui, absolument. Donc, ma copine est américaine. Cet hiver, pour les vacances, on avait prévu à la base que j'aille avec elle dans sa famille, que j'ai déjà rencontrée, et qu'on aille aussi dans le Colorado, où elle a grandi. Et donc voilà, j'ai un grand projet qu'on a. Ça serait à un moment donné de faire un road trip à travers Colorado, Utah, Arizona, parce qu'en termes de paysage, ça a l'air absolument magnifique. Et enfin, les questions sur 2022. Que projettes-tu de faire pour 2022? Quels sont tes plans pour le futur? Comptes-tu rester vivre à Paris, retenter des concours? Comment vois-tu les années à venir? Quels sont tes projets? Alors, donc pour 2022, le plan c'est de trouver un travail. Voilà, je suis dans la recherche d'emploi depuis 1 mois maintenant. C'est un peu décourageant de même pas recevoir des noms. C'est-à-dire que j'aimerais bien en fait juste au moins j'ai la politesse d'avoir une réponse qui me dit non, vous n'êtes pas prise. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour l'instant, j'ai même pas eu un entretien. L'idéal, ça serait de trouver un VIA en Asie, c'est-à-dire un volontaire intéressé en administration. C'est un genre de contrat de 1 an ou 2 dans une administration de la France à l'étranger. En l'occurrence, l'idéal, ça serait l'Asie. Voilà, j'ai postulé à plusieurs de ces postes, je croise les doigts. Les VIA auxquels je candidate, c'est des trucs du type coopération académique et universitaire, coopération
scientifique, coopération économique, sinon de trouver un poste en relations internationales ou en culture à Paris, ou ailleurs en France, ou même ailleurs en Europe. Après, retenter les concours, ça sera pas pour 2022. Peut-être que ça sera pour 2023, peut-être que ce sera pour 2024, peut-être que ce sera pour plus loin que ça, peut-être que ça n'arrivera jamais. Je pense que je retenterai probablement les concours d'ici quelques années, quand j'aurai gagné en expérience, quand j'aurai gagné en maturité, quand je me sentirai plus prête, et aussi quand je ne serai pas aussi fraîchement saoulée de la préparation au concours. Voilà. Pour être très honnête, je suis saoulée de la préparation au concours, j'ai besoin d'entrer dans la vie professionnelle, j'ai 24 ans, j'en ai marre. Ça a été une année difficile, j'ai besoin de passer à autre chose, et pour moi, passer à autre chose, c'est aussi avoir un taf, en fait, avoir un vrai taf à temps plein. Parce qu'évidemment, pendant toute cette période, j'ai des tafs à temps partiel, j'ai des petits trucs, boulot étudiant, etc., mais avoir un vrai boulot. Et pour le plus long terme, pour les années à venir, donc l'idée, ça serait éventuellement de pouvoir emménager avec ma copine. Parce que donc, ma copine est américaine, vit au Canada, vient de commencer son doctorat là-bas. Donc, à un moment, on est en relation longue distance, à un moment donné, elle va finir son doctorat, et à ce stade, il faudra aussi un peu qu'on voit, est-ce que elle vit en France, est-ce que moi je vais au Canada, est-ce qu'on, l'une de nous deux a un job génial dans un autre endroit, et dans ce cas, on va toutes les deux s'y installer. Voilà les plans pour les années à venir. Quand je dis ça, en fait, ça paraît très flou, mais dans la tête, je vois ça plus comme un arbre de possibilités, en fait. Je peux pas savoir pour sûr ce qui va se passer, ça dépend de tellement de facteurs, tellement de choses. J'essaie pas d'avoir un plan extrêmement précis. Je préfère plutôt concevoir ça comme, ok, il y a tel nombre de scénarios possibles, et en fait, chacun de ces scénarios possibles peut déboucher sur différentes choses. Et donc ça donne voilà, une arborescence de différents scénarios qui peuvent se produire, qui sont plus ou moins probables, qui sont plus ou moins souhaitables, mais dans l'ensemble qui sont tous assez cool. Donc on verra bien dans quelle direction ça évolue. Voilà, merci pour vos questions, merci de m'avoir soutenu, merci d'avoir été super chou sous mes dernières vidéos. En parlant de gens mignons, il y a aussi des gens pas mignons qui sont venus sur ma chaîne cette année à cause des vidéos qui voilà, ont attiré un peu plus d'attention que d'habitude. Et donc je veux vous partager les pires / meilleurs commentaires que j'ai reçus, c'est-à-dire qu'ils sont tellement mauvais en fait qu'ils font un cercle et ils redeviennent bons. Ne cherchez pas les commentaires sur la vidéo, en fait je les ai supprimés parce que je veux pas que n'importe qui puisse tomber dessus, mais j'ai fait des screenshots parce que sous ma vidéo sur comment j'ai su que j'étais bisexuelle, comment j'ai compris mon orientation sexuelle, j'ai reçu le commentaire « Espèce de pute blanche bourgeoise avec tes problèmes de riche, salope ». Je veux dire, oui, certes, disons que c'est surtout, en fait, je comprends pas pourquoi ce commentaire a été laissé sous ma vidéo où je parle de mon orientation sexuelle. En fait, si ça avait été laissé sur mes vidéos sur Sciences Po, je comprendrais, parce que il y aurait tout le côté genre bourgeoise, riche, Sciences Po, etc. Mais sous la vidéo sur le fait que j'appartiens à la communauté LGBT et comment j'ai compris ça, enfin, t'es au courant qu'il n'y a pas que les blancs qui sont LGBT? T'es au courant qu'il n'y a pas que les bourgeois? Ni sont 4 sur 10. Je suis confuse. Ensuite, sors de ta bulle parisienne boboïde de merde et regarde la réalité des prolos français. Faut pas s'étonner de l'effondrement des élites en France. Tu pourrais aussi perdre du poids. Alors, la partie boboïde, j'ai bien aimé parce que je ne connaissais pas le mot boboïde. Voilà, bobo, ouais, mais boboïde, non. De façon générale, ce commentaire a vaguement des choses, tu vois, qui sont un peu intéressantes. Je veux dire, c'est réfléchir à l'effondrement des élites. Après, je sais même pas ce que ça veut dire, parce que, est-ce que les élites, elles s'effondrent vraiment? Est-ce qu'il veut parler de l'effondrement de la confiance dans les élites? Parce qu'il me semble que les élites se portent malheureusement très bien. Mais, voilà, après, il y a la petite attaque sur le poids. Ça, j'en reçois plus souvent sur TikTok que sur YouTube, honnêtement. Mais les attaques sur le poids, c'est pratique, parce que t'as rien à dire, t'as pas besoin de m'attaquer sur ma personnalité, t'as pas besoin de regarder mes arguments. Tu vois une femme, boum! Facile, efficace. 7 sur 10. Lol, taking dating advice from a solid 3 is like going to a hooker for a hug. Donc, je traduis. C'est sous ma vidéo sur les différences entre dating en France et aux États-Unis. Et donc, le commentaire dit prendre des conseils sur les relations de couple d'une personne qui a un 3, voilà, sur une échelle de la beauté, c'est comme aller voir une pute pour un câlin. Savais-tu que des gens vont voir des travailleuses du sexe
pour des formes d'affection physique qui ressemblent à des câlins, etc. C'est quelque chose qui se fait en fait. Du coup, ça détruit un peu le potentiel de ton commentaire. 6 sur 10. Et là, surtout, j'ai gardé le boss. J'ai gardé le boss pour la fin. J'hésite un peu en fait à mettre ce commentaire dans ma vidéo parce que j'ai l'impression que je vais maudire la vidéo en mettant ce commentaire. Mais alors, Reims, Le Havre, Dijon, Nancy, Poitiers, Paris, Menton. Il semblerait que ceux de vos profs qui promeuvent le noachisme implantent leurs universités selon ce qu'on appelle la géographie sacrée, sur des ley lines importantes toutes proches des cathédrales. En organisant des viols collectifs sur ces points... Pardon, est-ce que cette vidéo va être monétisée? Je ne pense pas que ce soit possible de la monétiser. En organisant des viols collectifs sur ces points, les mecs se prennent pour des grands mages noirs ou un truc dans le genre, c'est franchement n'importe quoi. Cette bande de dégénérés escompterait hâter la venue du Messie. Déjà, vous pouvez faire une pause. On respire, ça continue. Évidemment, si tu te prépares à Sciences Po, tu as certainement pouffé à la lecture de ces lignes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Effectivement, cet homme a tout compris. J'ai effectivement pouffé à la lecture de ces lignes. N'oubliez jamais que vous vous préparez à vouer votre vie à l'asservissement de vos frères et sœurs, et soyez sûr que vous serez rémunérés en conséquence. Je vous souhaite une très agréable année scolaire, charmants jeunes élites. Bon, charmante jeunes élites, hein, parce que c'est du féminin le mot élite. Mais au-delà de ça, merci. Merci pour ton commentaire, parce que... 10 sur 10. C'est un 10 sur 10, quoi. Tu peux pas... Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui t'explique qu'il y a des ley lines et que les sites de Sciences Po ont été choisis pour faire des viols collectifs de mages noirs et c'est messianique? Non mais vraiment, en fait, je veux pas qu'on débatte du sérieux de ces commentaires. Je voulais juste les partager parce que c'est des perles, quoi. C'est des perles. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas si c'est ça que vous vous attendiez sur la fin, mais voilà, c'est cadeau. Je vous souhaite une très bonne année 2022, meilleure que la précédente, c'est sûr. On a survécu 2021. Bon courage dans tous vos projets. Je vous envoie plein de bonne énergie pour ce que vous entreprendrez dans cette nouvelle année. À la prochaine.